Pierre Cazeneuve, puisque justement je parlais de cette loi désormais d'accélération des énergies renouvelables. Est-ce qu'au moment voilà, où ça s'est mis en place, où il y a eu des débats, des discussions, est-ce que vous avez senti un vrai tiraillement sur ce sujet de biodiversité et ENR? Bonjour. Je sais pas si moi mon micro marche non plus. Si. Merci beaucoup. Comment je peux parler? Oui. Je redonne celui-là. Vous voulez le temps sans micro d'abord? Non. Alors, merci pour ma voix. Oui, évidemment qu'il y a ce tiraillement. Déjà, je vois énergie renouvelable et biodiversité de combat. Je pense que c'est très vrai, on a pu dire climat, biodiversité de combat, tout simplement. Et c'est pas à cette salle qu'on peut apprendre que, évidemment, la biodiversité et les ressources de biodiversité ont un énorme impact sur le climat avancé, et que le climat a un énorme impact, et les ressources de l'évolution du climat ont un énorme impact sur l'évolution de la biodive. Donc je pense que les deux sont forcément réconciliables, puisque de toute façon les deux sont forcément extraordinairement imbriqués et que l'un implique l'autre. Oui, il y a eu un tiraillement. Il y a eu un tiraillement parce que, comme n'importe quelle construction ou activité humaine, les énergies renouvelables ont un impact sur l'environnement et donc sur la biodiversité. Et donc, quand vous avez un projet d'accélération du développement des installations d'énergie renouvelable, par extension, vous venez impacter la biodiversité et l'environnement autour, et surtout quand vous avez un sujet d'accélération, et l'une des premières prérogatives de la loi était d'accélérer le délai de mise en place de nos infrastructures. Je vous rappelle, c'est aujourd'hui en France, c'est à peu près 5 ans pour un parc solaire, c'est à peu près 8 ans pour un parc éolien, à peu près 12 pour un parc éolien offshore. Nos voisins européens font 2 fois mieux, 2 fois plus rapidement, et donc une des raisons de notre retard aujourd'hui en France sur nos objectifs d'énergie renouvelable est liée aussi à ce temps parfois très conséquent de déploiement de nos ENR. Pourquoi ce temps est très conséquent? Parce que par ailleurs, nous avons un droit environnemental très fort, et c'est une énorme richesse de notre pays, parce qu'en fait, on fait attention à ce qu'on fait, et je pense que le secteur des énergies renouvelables, et la démarche du CER aujourd'hui le démontre parfaitement, peut-être un peu plus que les autres, parce que par nature, historiquement, les développeurs d'énergie renouvelable ont ce prisme-là plus attentif, font cette démarche et ont cette démarche de regarder l'impact au sens large. Et donc, évidemment, qu'on a été tiraillé dans un débat politique majeur sur, quelquefois, les dérogations, mais l'accélération qu'on peut avoir, les différents contournements ou raccourcis qu'on peut avoir dans les procédures administratives, dans les autorisations, dans le permitting. Et donc, évidemment que la question s'est posée. J'entendais M. le directeur de l'OFB en parler. Évidemment que quand vous vous posez la question de la petite hydroélectricité, vous vous posez la question de la continuité écologique de l'eau, du passage des sédiments, du passage évidemment de nos poissons. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au congrès national de la pêche. Ce sont des sujets et vous savez bien que si vous délivrez un certain nombre de dérogations pour la petite hydroélectricité, vous avez un impact derrière sur la continuité écologique de l'eau. Et donc, mais comme dans toute chose, finalement, il faut le mesurer. C'est là où je reviens encore une fois, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. le directeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être le problème qu'on a eu dans nos débats, les avis, l'absence de données claires, précises, monitorées de l'impact réel sur la biodiversité des différentes installations d'énergie renouvelable, avec parfois des fantasmes absolus, que ce soit sur les éoliennes, sur l'offshore, je ne vous en parle pas, parce que c'est encore une technologie qui se développe en France sur laquelle on a un peu moins de recul, mais qui peut mener aussi à toutes les contre-vérités. Donc oui, ce débat existe, c'est très bien qu'il soit abordé ici, parce qu'on a besoin des deux, on a évidemment besoin d'accélérer massivement nos énergies renouvelables, faisons-le juste de la manière la plus intelligente possible et avec les bonnes données pour ne pas faire n'importe quoi.
prendre à discuter. Alors c'est bizarre, parce que je me mets à parler fort, je vous hurle dans les oreilles, je suis désolée, qui doivent évidemment... Bonjour à tous. Oui, effectivement, la biodive, c'est un des sujets qu'on a considéré longtemps comme un des freins au développement des énergies renouvelables. Il ne faut pas se voiler la face. Nous, à l'ADEME, on travaille, notre mission, c'est de lever les freins au développement des énergies renouvelables. Et les freins sont multiples, sont économiques. Il y a énormément de ces freins qui ont été levés. Et sur le sujet de la biodiversité, ça fait longtemps qu'on travaille avec les différents acteurs pour approfondir la connaissance. Quand je parle de différents acteurs, là, on a un partenariat de plus de 10 ans avec la Ligue de protection des oiseaux, par exemple, avec les FNE, etc., pour aller croiser ces regards, puisqu'il y a clairement, historiquement, sans doute, même si on dit que les acteurs des ENR viennent du monde écologique, écologiste en partie, et donc ils ont cette sensibilité-là, on voit quand même qu'il y a des communautés un peu segmentées sur ce sujet. Et une journée comme aujourd'hui, où on va justement croiser ces regards, ça me semble extrêmement important. De vraiment discuter ensemble pour concilier ces regards au niveau national ou au niveau local. J'ai l'impression que c'était aussi un des points importants. Alors, dans les partenariats de longue date sur ces sujets, nous, on a aussi le soutien à la R&D, puisqu'il y a effectivement, pour lever ces ambiguïtés, lever ce manque de connaissances. J'ai l'impression que j'ai un micro qui marche plutôt bien, je peux vous le donner, Nathalie. Pardon ? Non, c'est très bien, parce que visiblement vous le tenez bien, il faut le tenir, je le signale pour tout le monde, plutôt en hauteur, c'est ce que je signalais, on n'était quand même pas sur l'antenne, donc bravo David Marchal. C'est ça. c'est le karaoké, exactement. Alors plus sérieusement, on soutient la R&D à l'ADEME avec un certain nombre d'appels à projets. Et autant il y a 15 ans, on avait des appels à projets sur les énergies renouvelables qui visaient le développement des technos, l'amélioration des rendements, la baisse des coûts, etc. Autant depuis 5 à 10 ans, ces appels à projets ont été massivement redirigés vers des questions à la fois sociétales, de sciences sociales, mais aussi de biodive, d'accroître la connaissance sur les impacts et d'accroître également l'impact des solutions de remédiation, des solutions techniques pour limiter ces impacts. Donc ça, oui, c'est bien entendu pour nous un sujet central, clairement, où on a besoin de discuter ensemble. Et je crois qu'un des points aussi importants, mais on en reparlera, c'est la création à la fois d'un centre de ressources avec l'OFB sur le sujet des ENR et de la biodive et d'un observatoire qui est instauré par la loi, un observatoire qui va permettre de capitaliser ces données, de les consolider. C'est un sujet dont on reparlera, mais ça va dans le sens de cette, on va dire, objectivation des impacts et de ce dialogue entre les différentes parties prenantes. Alors évidemment, je ferai réagir Olivier Thibault tout à l'heure. Bon, je tiens correctement, je pense, là, vous voyez, donc je sais pas ce qu'il faut faire aujourd'hui, le micro n'est pas notre ami, mais évidemment... Est-ce qu'elles sentent ou non des freins? Julien Maris pour NJ, je vous passe la parole. David Marchal, quel bon micro, à tous donner le micro de David. Est-ce que c'est mieux? Oui, désolé. Oui, alors moi c'est marrant parce que dans mes petites notes, là quand j'ai dégribouillé, j'avais écrit biodiversité et climat, même combat. Moi je suis persuadée que ce sont vraiment les deux faces d'une même pièce. Pour une raison assez simple, et je vous parle d'un groupe qui s'est engagé très clairement sur la stratégie climatique de décarbonation, et pour un groupe qui a un ADN historique gazier, on est en train de faire une transformation majeure, et on a dit on sera net zéro carbone en 2045, c'est demain. Et là, on est très engagé sur le sujet du climat. Et au sein des équipes, je ne cesse de marteler, oui, mais enfin, si tout le monde est net zéro en 2045 ou en 2050, mais qu'il n'y a plus d'eau et plus de vie sur Terre, on n'aura pas tout à fait réussi notre objectif. Donc le carbone, ce n'est pas une fin en soi, la décarbonation. Ça doit aller de pair avec tous les autres aspects.
de la transition juste, y compris les sujets de nature, dont la biodiversité, la préservation de l'eau, les ressources naturelles, les forêts, tous ces éléments-là de notre écosystème, et puis aussi les aspects sociaux et humains. Donc c'est vraiment une approche globale qu'il faut prendre. Et je rejoins ce qui a été dit, on attend une tendance, peut-être parce que sur le plan scientifique et académique, il y a des segmentations en termes de compétences et de savoir-faire, et donc on a tendance parfois à prendre les sujets isolément. Et en fait, c'est trop facile de les prendre isolément, parce qu'il peut y avoir de très bonnes solutions en matière de climat qui soient délétères en termes de biodiversité, et inversement. Donc il faut vraiment trouver des solutions technologiques qui encapsulent une équation très complexe, parce que souvent on va se retrouver confronté à des injonctions contradictoires. Donc ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Le deuxième, c'est que je crois que l'Europe ne s'y est pas trompée. Et la philosophie de la taxonomie européenne, avec le principe du « ne nuit pas significativement à certains aspects environnementaux » est très important. Une technologie de décarbonation favorable au climat ne sera considérée comme éligible à la taxonomie que si on s'est démontré que par ailleurs, elle ne nuit pas significativement à la biodiversité, aux ressources marines, etc. Et ça, je pense qu'on est en train de faire une évolution de ce point de vue-là, qui a été peut-être moins commentée que la bureaucratie et le travail généré par ces réglementations, mais je pense que là, on est en train de faire un pas vers une approche beaucoup plus intégrée de ces sujets environnementaux. Donc ça, c'est très positif. Le troisième sujet que je veux partager avec vous, c'est un sujet de défi. Parce que le sujet climatique, c'est vraiment un sujet mondial qu'on peut appréhender finalement assez facilement à l'échelle corporate d'un groupe. Au niveau de la tête du groupe, vous avez des trajectoires de décarbonation, vous faites certifier par SBTi, vous déclinez vos budgets climat par entité, vous pilotez ça. La biodiversité, c'est pas du tout le même sujet. C'est un sujet de terrain. La préservation de la biodiversité au Brésil ou en Belgique n'a rien à voir. Et au Brésil, sur chacun de nos sites, on va avoir des enjeux particuliers. Il faut étudier les bassins versants, les espèces, la faune, la flore, leur évolution, où sont les espèces invasives, comment est-ce qu'on réagit face à ça. Et donc, c'est plus du tout le même jeu de compétences pour les entreprises et la même organisation. Parce que le pilotage, il ne peut plus être centralisé. Il faut toujours du pilotage et de l'impulsion au plus haut niveau de l'entreprise, évidemment. Mais il faut développer des compétences dans les strates du dessus. Il faut que partout sur nos sites, on ait des experts, des gens qui aient la compétence, la sensibilité évidemment, mais aussi la compétence, parce qu'on parle vraiment de hard skills, de compétences techniques lourdes, et pas seulement de soft skills. C'est des sujets complexes. Et là, il y a un défi majeur de transformation de l'entreprise pour une appropriation de terrain de ces sujets. Donc moi, je trouve que c'est un formidable défi. Sur le plan technique, c'est pas simple. Là, on l'a dit, nos délais d'instruction de dossiers sont très longs. Nous, on met des moyens considérables sur ces sujets-là. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que tout est parfait. On rencontre évidemment des difficultés. Oui, c'est la question que j'avais posée. Ça ne doit pas être si simple que ça au quotidien, justement, et sur le terrain. Non, c'est pas toujours simple. Parce que ça rallonge les projets, c'est coûteux. Je ne vais pas monopoliser la parole, donc je pourrais vous donner quelques exemples après. Mais il nous est arrivé d'arrêter des projets pour des raisons de préservation de la biodiversité. C'est quelque chose qui a suscité un certain émoi dans l'entreprise et qui maintenant est plutôt une source de fierté. Donc là aussi, la culture d'entreprise évolue. Donc c'est un chemin compliqué. La métrique est compliquée. On n'a pas l'équivalent du million de tonnes de CO2 un peu mécanique à appliquer. Mais il y a quand même des outils qui sont en train de se développer et ça va quand même dans la bonne direction. Donc moi, je veux porter un message d'optimisme, mais je suis convaincue qu'il faut décarboner et préserver la biodiversité en même temps. C'est pas toujours facile, mais si on ne le fait pas, on aura failli à notre mission. J'espère que vous m'entendez, c'est un peu là, je tiens comme pour commenter peut-être déjà d'entreprise, comment vous vivez ça et ce sujet biodiversité ENR. Bonjour à toutes et à tous. Oui, peut-être revenir sur quelques éléments sur la loi ENR. Monsieur le député l'a vu de l'intérieur, mais en tout cas, d'un œil externe, on a vu que c'était un peu la foire aux antagonismes. Et j'en citerai trois. Le premier, il est évidemment l'opposition entre renouvelables et biodiversité. On a senti une sujet frange qui n'était absolument pas favorable aux énergies renouvelables, mais pour d'autres raisons, et qui s'est retrouvé dans une situation un peu opportuniste de protecteur de la biodiversité. Ce sont les
eux-mêmes qui sont en train d'essayer de torpiller en ce moment le projet de règlement sur la nature au niveau européen. Il ne faut pas se tromper sur cette politisation du sujet. Le deuxième antagonisme, et il a été dit par Jean-Michel en introduction, c'est celui de la sobriété versus les renouvelables. Certains, évidemment, ne veulent pas de fossiles, ça on est d'accord, on ne veut pas de nucléaire, pas de renouvelables, ils disent qu'il faut faire de la sobriété. Oui, ça touche à le mode de vie. Moins d'autoroutes, moins d'avions, moins de bœufs, on est tous d'accord. Mais on aura besoin de chaleur, de biogaz, on aura besoin d'électricité, et rien que l'électrification, RTE nous dit qu'à 2050, ça va réduire de 35% nos émissions de carbone. C'est extrêmement important de le rappeler. Enfin, un dernier antagonisme qui est arrivé, qu'on n'avait pas forcément vu venir, mais la réalité, l'actualité heurte, c'est celui des renouvelables versus la souveraineté alimentaire, en particulier sur la question du photovoltaïque. Là, il faut quand même rappeler une chose, c'est que si on poussait les curseurs au maximum sur les renouvelables, en particulier sur le photovoltaïque, qui est celui qui a la couverture spatiale la plus importante, on toucherait à peu près 0,5% de la surface agricole utile, et encore avec l'agrivoltaïsme, l'ADEME a fait de très bons travaux dessus, on arrive à avoir des co-usages et à maximiser. Je pense que c'est important que dans les discours, on arrête ces antagonismes, parce que ça a un impact au niveau national et au niveau local qui parasite d'une certaine manière les projets. Après, évidemment, il faut reconnaître que les énergies renouvelables sont des infrastructures énergétiques qui ont des impacts positifs et négatifs. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire, mais il faut avoir aussi l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'on peut maîtriser ces enjeux. Et clairement, j'entends la question de l'évitement. La question de l'évitement, c'est la question de la planification. Mais ça fait 20 ans qu'on fait d'une certaine manière de la planification. Ça fait 20 ans qu'on fait de l'évitement. Donc on essaye au maximum, mais on joue avec des règles qui changent très souvent. Il y a eu pas moins de 6 lois sur les énergies renouvelables dans les 10 dernières années. Et donc on peut tirer des grands traits sur des grandes zones où on ne ferait pas d'énergie renouvelable, mais il faudrait surtout pas faire des autres activités qui sont également nuisibles à la biodiversité. C'est l'érosion de la biodiversité aussi. Il faut peut-être revoir l'ordre de grandeur, si je puis dire. Oui, tout à fait. Parce que là, on parlait Julie Sen aussi. Complètement. Et là, je peux prendre un exemple. Celui des haies. Dans le cadre de projets éoliens, dans le cadre de projets solaires, on doit planter de plus en plus de haies. Souvent pour des questions paysagères, cachées cette éolienne que je ne saurais voir. Mais en fait, ce sont des viviers pour la biodiversité. Mais si en même temps on a de l'arrachage de haies qui explose dans les dernières années, c'est 10 000 km sur la décennie 2010, 20 000 km sur les 5 dernières années, et on en plante à peine 3 000. Donc là, c'est un véritable tonneau d'anaïde. On ne peut pas compenser, on ne peut pas demander aux énergies renouvelables de compenser les autres causes de l'érosion de la biodiversité. Je pense que c'est très important. Néanmoins, non, bien sûr, évidemment. Et puis on essaye évidemment d'éviter ces zones, en particulier en s'en éloignant. Ce que vous voulez dire en introduction? Ça y est, c'est revenu. Bon, je vais essayer de... Allô? Je bouge plus. Je bouge plus. Merci. Et c'est dur parce qu'en général, je bouge tout le temps. Ça va revenir. Bon, je voudrais agir sur deux choses. D'abord, le sujet juridique, qui va aussi un peu avec l'évitement. Je pense qu'il faut qu'on soit collectivement conscient que l'implantation d'un projet d'ENR crée plein de vocations environnementales locales. Mais en vrai, c'est le syndrome NIMBY. Et donc, chaque fois que vous faites un projet, ça marche pareil avec les décharges, par exemple, pour les déchets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez un projet que des gens à côté n'ont pas envie de voir, vous créez une association de protection de l'environnement qui va chercher une faille. Et c'est vrai que si on n'a pas regardé l'impact sur l'environnement, on peut vite se faire attraper. Donc il faut être conscient de ce sujet-là, qui pour le coup n'est pas un problème environnement versus énergie, qui est plutôt un problème
de personnes dans des territoires qui n'ont pas envie de voir des projets nouveaux dans leur territoire et qui utilisent un moyen, en l'occurrence le droit de l'environnement, pour le faire. Bon. Donc ça, il faut l'avoir en tête, hein, et il faut être capable de le dépasser. Ce qui est sûr, c'est que si on a fait semblant de ne pas voir qu'il y avait un impact sur l'environnement, ben là on se prend les pieds dans le tapis au tribunal derrière, et je pense que Viviane l'a très bien dit, il faut prendre dès le départ, et quand on appelle le départ, on sait y répondre. Si on fait semblant de le rater, c'est là qu'on se prend les pieds dans le tapis. Sur la planification, je dis, enfin, juste avant, sur le matière de la transition écologique. Donc j'ai vu d'assez près les histoires de planification. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la façon de regarder, c'est vrai que c'est difficile ce micro, la façon de regarder la planification des énergies renouvelables a incroyablement changé par rapport à il y a 10 ans. Franchement. Et la relation que moi j'avais avec la Direction Générale de l'Énergie et du Climat n'est pas du tout la même que celle qu'on pouvait avoir il y a 10 ans. Au moment du Grenelle de l'environnement, ça reporte aux années 2010, on en parlait, mais en vrai on ne le faisait pas. Hein, on regardait juste, et pour les énergies renouvelables, on regardait la quantité de vent pour la mer, la profondeur du sol pour savoir si on peut le poser ou pas, le courant, et c'est tout. Et une fois qu'on avait choisi les endroits, on se disait, tiens, au fait, est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Et là, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer sur la planification des énergies renouvelables, en éolien par exemple, en mer, nous avons dès le départ croisé les enjeux militaires, parce qu'en fait, c'est un vrai sujet, les enjeux pêche, les enjeux biodives, avec les zones de protection forte, et les enjeux profondeur du fond, les enjeux de vent. Et là, ça vous permet, dès le départ, de commencer à se poser les questions de où est-ce qu'on va mettre nos mâts d'éolien, à des endroits où on n'a pas tout contre nous. Et si vous ne faites pas ça, et si vous ne prenez en compte que ce que les gens du coin vont en penser, et bien en fait, vous vous retrouvez du coup à mettre vos énergies renouvelables aux endroits les pires pour la biodiversité. Pourquoi? Parce qu'en général, là où il y a plus de biodiversité, c'est là où il y a moins de gens. Comme on sait que les gens n'ont pas envie d'avoir de mâts d'éolien, par exemple, à côté de chez eux, vous vous retrouvez à les mettre à l'endroit où il n'y a pas de maison, pas de route, pas d'infrastructure, et c'est en général là où vous avez la bonne biodiversité. Et donc, c'est là où il faut regarder dès le départ les enjeux. Parce que, et je dis juste qu'il faut l'intégrer quand on conçoit le projet, quand on a décidé le projet. Plus d'aller au bout. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est, et là je vais parler en homme de l'environnement qui ne comprend rien au business model des énergéticiens. Mais je vous assure, tous ceux qui font l'instruction de dossier, ils sont dans ce cas-là. Presque. Oui, non, mais il faut le dire. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de discuter ensemble de l'optimisation du business model du système. Quand vous prenez une éolienne et que vous êtes dans un couloir d'oiseaux migrateurs, de la Tour du Vala, qui est sur la Camargue, qui est quand même un flux incroyable d'oiseaux migrateurs. Tous les oiseaux migrateurs d'Afrique, avant dans de l'Europe, il y en a la moitié qui passent par la Camargue, à côté de la Tour du Vala. Si vous mettez des éoliennes en face, cette migration, elle dure 2 fois 3 semaines dans l'année. Bon. Si vous voulez éviter que les oiseaux qui passent et qui sont en train d'atterrir sur la Camargue se fassent trancher ou se percuter par les éoliennes, le gars de l'environnement, il va vous dire, bah, c'est hyper simple, vous arrêtez 2 fois 3 semaines les éoliennes et puis on n'en parle plus. Sauf que quand vous construisez votre modèle économique et que ça marche, où il faut optimiser le temps de fonctionnement par rapport au vent et que vous calculez votre business model comme ça, vous enlevez 10% du temps, le truc ne tourne plus. Et pour le coup, l'État est assez embêté parce que comme en plus il y a des tarifs compensés, ça revient à demander à l'État de payer plus cher le tarif compensé, donc la DGEC, ils sont aussi embêtés. Mais ça, jamais personne n'en parle nulle part. Sur la dévalaison sur les barrages hydroélectriques, vous laissez dévaler les anguilles, c'est pareil, ça dure 3 semaines, 15, enfin après on peut choisir des périodes. C'est techniquement hyper facile, mais ça remet en cause la rentabilité espérée du système. Et le fait que nous ne soyons pas capables d'en parler sereinement ou de le prendre en compte dès le départ, fait que du coup,
le pétitionnaire, quand il a déposé son modèle et qu'il a besoin de sa rentabilité, parce qu'il a aussi des actionnaires, parce qu'il a aussi un certain nombre de choses, va aller jusqu'au bout pour essayer de minimiser les pertes et donc rentrer en conflit avec la biodiversité. Et ça, comme on n'est pas capable d'en parler, ou on n'est pas capable de l'assumer, il n'y a que la réglementation qui finalement permet d'apporter des réponses aujourd'hui, ça entraîne des vraies difficultés de dialogue entre le monde de l'environnement et le monde de l'entreprise, pour faire un peu caricatural. Et c'est tout l'objet aussi de ce forum. Je me suis décalée pour ne pas avoir un micro qui fonctionne correctement pour vous faire réagir. Pierre Cazeneuve, tout ce qui a été dit, vous essayez de réagir à cet enjeu de planification, peut-être rebondir aussi sur les points de vue et vous voyez aussi la difficulté, entre guillemets, que peuvent rencontrer aussi les entreprises sur ces sujets-là. C'était le point 2 de la loi, c'est-à-dire qu'on est parti sur l'accélération des procédures, et donc on a pu effectivement monter. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Sur le point de la planification, qui était vraiment le deuxième grand volet de la loi d'accélération des énergies renouvelables, effectivement, qui n'est pas nouveau, et c'est pas moi jeté qui ai imposé cette démarche. Néanmoins, je pense que sur beaucoup de sujets, et je reviendrai, on n'a pas été tout à fait au rendez-vous. Ça fait hurler Jules Nissen quand je dis ça, mais c'était un peu le Far West, quand même, le développement des ENR jusqu'ici, et qu'on a un véritable enjeu collectif. Quand je dis collectif, c'est nous qui souhaitons développer massivement les énergies renouvelables en France, dans cette perspective biodiversité. Sur le sujet des éoliennes en mer, je nuance un tout petit peu vos propos pour une fois, monsieur le directeur. Vous avez deux types de parcs éoliens en mer. Vous avez c'est compliqué. L'anticipation du sujet, notamment biodive, notamment ressources halieutiques et paysagers, avec les élus, très bien passé. Le parc est sorti, il n'y a aucun sujet. Le parc du Tréport, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, plus pour des raisons pêche que pour des raisons biodives par ailleurs, mais vous voyez que du coup, vous avez crispé une partie des élus, crispé une partie de la population, et que c'est un parc qui va mettre beaucoup plus de temps à sortir que ce qu'il ne devrait à cause de ça. Et donc, on le voit bien. Est-ce que c'est pas aussi parce que ça a été parfois un peu pris à l'envers, on va dire, la problématique ? C'est parce que mon sentiment, c'est que fondamentalement, on n'a pas mis tous les acteurs autour de la table dès le début du projet avec l'ensemble des enjeux, que ce soit les enjeux économiques de la rentabilité du parc, que ce soit l'enjeu des pêcheurs pour savoir est-ce qu'ils avaient le droit de pêcher ou pourquoi il faut le mettre à la sortie de l'estuaire ou pas, et évidemment les enjeux biodives et paysagers avec les élus. Donc là aussi, je pense qu'on a dans la méthodologie et dans la planification qu'on a proposée dans la loi ENR, je vais faire le tout petit distinguo. La première, sur la partie maritime, donc là, du coup, l'idée, c'était de greffer la planification et les concertations à quelque chose qui existait déjà, où tout le monde se parle déjà, qui s'appelle les documents stratégiques de façade. Un, ça vous permet de dire, on ne fait pas la même chose en Bretagne qu'en Méditerranée, c'est quand même pas trop con, parce que les enjeux sont différents. Deuxièmement, ça vous permet de dire, j'ai déjà tous les acteurs au sein de la table, donc eux, ils ont l'habitude de se parler, et c'est par ailleurs les différentes parties prenantes de ce sujet-là, donc on va aller là où ils sont. Et par ailleurs, ça nous permet non pas de faire appel d'offres par appel d'offres, mais de se dire, RTE a dit qu'il fallait 50 parcs, quelque chose près, jusqu'en 2050. Décidons aujourd'hui et ayons déjà en tête qu'il va falloir en construire 50 et arrêtons de jouer au coup par coup. Donc ça, c'est la dynamique qui nous a poussé à faire cette planification maritime des ENR. Et je pense que plus vous planifiez, plus vous intégrez la contrainte en amont, moins vous avez de problèmes de retard et mieux vous êtes sur votre impact politique. Est-ce que ça vient aussi sur le sujet de la route, mais des entreprises sujet saturation, des choses qu'on a pu voir comme ça. Toute l'ingénierie qu'on peut mettre en place sur la modulation des prix, justement, mais peut-être qu'on peut l'avoir sur un sujet biodiversité. Là, on le fait parce que l'énergie produite par les éoliennes est exponentielle au vent. Vous avez évidemment un phénomène de concentration dans les zones où il y a le vent le plus fort et le plus régulier, et ce qui a entraîné une certaine forme, une concentration
concentration des éoliennes dans certaines parties en France. Vous dire que la Creux peut moduler ses tarifs de rachat avec une prime plus importante là où les vents sont un peu moins importants, pour permettre de désintensifier et mettre de l'éolienne de manière un peu plus répartie en France, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait développer aussi dans on doit tout rentrer en compte là-dedans sur ce sujet d'évitement. Donc je suis un fervent croyant de la planification. Je pense que remettre les élus locaux, remettre l'ensemble des parties prenantes au cœur du sujet est extrêmement important pour donner de la visibilité à tout le monde et pour permettre de contourner aussi ces obstacles et réconcilier ces enjeux à la fois climat, biodive et économique. Alors j'avais une autre question à vous poser aussi sur les données, parce que ça aussi c'est un point, parce que finalement on le voit, il y a une nécessité de dialogue et puis une nécessité aussi d'information, d'accroître la connaissance, de données. J'en profite juste pour dire, ça a l'air de s'arranger un peu les micros, mais on fera une pause de 10 minutes entre les deux tables rondes pour essayer de régler le problème technique et que vous puissiez entendre tout le monde correctement, parce que là c'est un petit peu compliqué, même si on y arrive. Donc l'observatoire aussi, mis en place dans le cadre de la loi. Oui, ça me permet de rendre hommage au député Charles Fournier, qui est à l'origine de cet observatoire. Et donc, évidemment, on l'a rattaché à l'OIB. Et ça vient concourir à ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire savoir monitorer et piloter l'impact biodive de l'ensemble des énergies renouvelables, vous permet, parce que c'est ce qu'on croit aussi tous autour de cette table, d'avoir un bilan rationnel et une vision concrète de l'impact sur la biodiversité de l'énergie renouvelable, notamment à l'éolienne offshore. Il y a eu énormément de fake news. Je ne voulais pas trop parler politique parce que ça faire court, mais au moins 1000 fois la tentation qui est donnée, c'est que de temps en temps, sur les énergies renouvelables, on le sait, vous avez les alliances de circonstances entre, je résume vite, des ultra-environnementalistes qui veulent que rien ne change, et encore moins dans leur jardin, et qui se disent qu'en fait on est en train de ruiner la France à coup d'éolienne. Bon, ça l'Assemblée nationale, et effectivement, les plus grands pourfendeurs des énergies renouvelables, qui n'ont jamais mis un mot sur la biodiversité, que ce soit dans leur programme ou même dans leur conception de la vie politique, et notamment le Rassemblement national, je ne peux pas les citer, se retrouver désormais les grands défenseurs de nos oiseaux, du droit de l'environnement, et qui veulent, et c'est horrible, qui veulent rajouter encore plus de complexité, encore plus au nom de l'environnement, au nom du droit, au nom de la protection de la biodiversité, alors que derrière ce qu'ils veulent, c'est parfaitement cynique, ce qu'ils veulent, c'est ralentir le développement des énergies renouvelables. Donc voilà, il ne faut pas tomber dans ce jeu de Duplat. Je pense que, et avoir cet observatoire des UNR va nous permettre de mettre beaucoup de clarté dans le débat, beaucoup de rationalité, et d'y voir plus clair, et donc de pouvoir accélérer. Parce que plus on voit clair, plus on accélère. Alors on va poursuivre justement avec vous, David Marchal, et puis on va rebondir Olivier Thibault évidemment sur cet observatoire, sur l'accroître la connaissance. Vous l'avez déjà dit, hein, on travaille notamment aussi avec des ONG, sur des guides de bonnes pratiques aussi au sein de l'ADEME pour accroître ça, et peut-être donner quelques exemples aussi, parce que je peux rebondir aussi Julien Maris et Lucas Robin-Chevalier, d'exemples aussi à contrario, on va dire aussi d'ENR qui aident finalement, qui favorisent aussi le maintien de la biodiversité. Oui, alors accroître la connaissance, effectivement, c'est un gros sujet. Je pense que les développeurs qui sont dans cette salle, ils doivent avoir l'impression de faire tous leurs meilleurs efforts pour participer à l'accroissement de cette connaissance. Il y a des études d'impact qui sont menées, il y a du suivi de la mortalité qui est fait sur l'éolien, il y a des études également qui sont faites sur le photovoltaïque. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que globalement, on manque tout de même de connaissances globales sur les impacts. Si on a des impacts projet par projet, il y a une difficulté à capitaliser. Il y a un manque également d'avoir des protocoles unifiés, notamment sur le photovoltaïque. Et c'est un peu l'enjeu de cet observatoire ENR et Biodive, c'est de pouvoir à la fois concentrer les données, donc ça il y a déjà Patrina qui le fait, mais pouvoir les exploiter. Parce que si on n'a pas de protocole unifié d'une centrale à l'autre, on ne peut absolument pas tirer de conclusions globales.
des impacts. Et comme on le disait, au-delà des impacts locaux, c'est important d'avoir la connaissance globale pour aussi accepter les compromis, puisqu'on est bien dans cette logique de concilier le climat et la biodive. Pour pouvoir le faire, il faut avoir cette vision globale. Donc cet observatoire, je pense que ce sera un fort apport. Ça va prendre du temps, hein, c'est un mélange entre de la data, de la R&D et d'échanges d'experts. Mais c'est une brique indispensable. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, enfin, c'est vrai que dans les zones offshore allemandes, ils ont tout de suite créé des observatoires locaux, là, des plateformes finaux, qui existent depuis quasiment 20 ans. Enfin, voilà, quelque chose qu'on n'a pas du tout fait en France, mais ce sujet de prendre en compte dès le début les impacts, ça me semble vraiment important. Je rejoins le sujet de la planification. C'est aussi un des angles d'attaque du rapport conjoint entre l'IPCC et l'IPBES sur biodiversité et changement climatique, c'est-à-dire que l'approche par les paysages, c'est une approche qui peut permettre de concilier ces deux entrées. Alors, étudier les paysages et essayer de planifier, nous on le fait aussi en participant à un appel à projet de la DHUP sur les plans de paysage. Alors, on n'aide pas encore énormément de projets hein, dans ces plans de paysage, il y a une vingtaine de projets qui sont aidés. Néanmoins, ça rejoint complètement ce sujet de la planification et du fait que des élus se saisissent le plus en amont possible de cette question, sous un angle assez global finalement. Où est-ce qu'on va installer les énergies renouvelables pour minimiser les impacts en prenant en compte la biodiversité et les autres impacts en amont. Moi, c'est vraiment un angle qui me semble très important. Alors, vous me demandiez également des exemples. Alors, les solutions pour réduire, enfin, parce qu'effectivement, on soutient la R&D sur les solutions qui peuvent réduire les impacts. Alors, il y a bien entendu la question de bridage des éoliennes. Là, on peut penser que c'est simple avec des solutions binaires de bridage, par exemple vis-à-vis des chiroptères. Il y a des solutions d'effaroucheurs aussi hein, sur les oiseaux qui ont été déployés. C'est important aussi de mesurer les impacts réels pour optimiser ces solutions. Vous parliez de l'impact sur le business model. Ce qu'on constate, c'est que finalement l'efficacité des systèmes de bridage elle est bien plus importante avec des systèmes complexes, d'algorithmes un peu intelligents et pas uniquement de trucs binaires on-off. Donc oui, il y a toujours de la connaissance à créer sur ces sujets-là, et c'est important justement pour concilier à la fois une rentabilité, le maintien d'une rentabilité d'une installation de production, et puis la maximisation de la production renouvelable et le maintien de la biodiversité, la préservation de la biodiversité. Il y a d'autres cas où effectivement on peut avoir la création de biodiversité, et ça c'est aussi important d'en parler. Il y a l'effet récif hein, sur l'éolien offshore, il y a un sujet dont le représentant du syndicat des énergies renouvelables espagnol parlait sur un colloque éolien et photovoltaïque à Lyon il n'y a pas très longtemps, là, sur les centrales photovoltaïques en Espagne, où il voyait réapparaître finalement à l'intérieur des centrales des espèces de prédateurs qui n'étaient pas présentes ailleurs. Et ça, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que finalement, le fait d'avoir une centrale qui est préservée des entrées humaines, préservée voilà, avec peu de fauchage, etc., ça va ramener des espèces. Bien sûr, ce n'est pas une généralité, mais ce sont des signaux qui me semblent également importants. Vous parlez... en fait, il faut se tenir en arrière. On parlait des haies tout à l'heure. Il y a un label qui s'appelle Label Haies, qui a bien trouvé son nom, Label Haies, sur les haies bocagères, qui vise justement à réinstaurer, avec un cadre de certification très carré, hein, pour réinstaurer la mise en place de haies, à la fois dans une logique de biodiversité, de protection de l'environnement, et de production de bois énergie, donc de plaquettes bocagères. Voilà. Donc ça, ce sont des exemples qui me semblent intéressants d'avoir en tête pour qui concilient on va dire, préservation de la vie, voire réinstauration de biodive, avec l'exemple des haies, et production d'énergie renouvelable. Alors Yves et Thibault, je vous ferai réagir, mais dans un instant, parce que c'est bien d'avoir aussi les exemples des entreprises, et vous pourrez illustrer aussi avec l'Observatoire, et puis la question des labels, hein, qu'a aussi évoqué David Marchal. Mais Julien-Marie, je vous passe la parole. Si vous souhaitez réagir aussi à ce qui a été dit précédemment, puis voilà, donner des exemples aussi, vous commencez à en parler, concrets de ce que vous mettez en place. Absolument. Et je trouvais que la question du business model est un point intéressant. Moi, je viens du secteur public, hein, j'ai
basculé dans le monde de l'entreprise il y a quelques années et j'ai été frappée en effet à quel point finalement on a des cultures, des référentiels, des codes assez différents et sur le fait que le dialogue n'est pas si simple. Et je pense qu'il faut vraiment que ça change. Pourquoi il faut que ça change? Parce qu'en fait, les leviers financiers qui vont permettre de faire des différentes lois sur les ENR une réalité, ces leviers financiers sont dans le monde de l'entreprise. À l'échelle d'un groupe comme Engie, notre plan d'investissement de croissance sur le plan financier entre il y a 3 ans et les 3 ans qui viennent, c'est fois en matière d'énergie renouvelable. Les montants dont on parle, là, notre plan à 3 ans de financement 2023-2025, c'est entre 13 et 14 milliards d'euros sur les énergies renouvelables. C'était donc 2 fois moins sur le plan précédent. C'est assez considérable. Donc évidemment, quand vous mettez autant d'argent sur ces technologies-là, il faut qu'il y ait un business plan, il faut de la robustesse, parce qu'il n'y aurait rien de pire que d'installer des infrastructures et ne pas être capable ensuite de les maintenir dans la durée et de se retrouver en difficulté financière. Donc c'est des vraies visions à long terme. Et là où je partage, c'est que je pense qu'il faut vraiment, et je pense qu'on commence vraiment à le faire, mais c'est un changement de culture, il faut intégrer ce dialogue avec toutes les parties prenantes, y compris les parties institutionnelles, très tôt. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a dit que la durée moyenne d'un projet renouvelable, nous on considère globalement, tout projet confondu, qu'on est autour de 8 ans. Nous on passe 2 ans sur les 8 ans, 25% du temps, sur les études préalables sur la biodiversité. C'est pas rien, c'est pas l'épaisseur du trait, c'est 25% du temps du projet, 2 ans qui vont être consacrés à ça. C'est 15% du budget, c'est pas non plus l'épaisseur du trait. Donc ça veut dire qu'on a transformé nos business models pour inclure ça. Quand vous faites un business plan, vous avez globalement tous vos frais fixes, vos coûts, votre planning de déroulé. C'est une dimension maintenant opérationnelle du business développement d'un projet, au même titre que dans un pays, le taux de change, les aléas, le partenariat, votre approvisionnement en pièces de rechange. D'ailleurs, on pourrait presque considérer, enfin moi j'aime à considérer que le territoire sur lequel on s'implante, il faut le considérer comme un fournisseur. Parce qu'on a des vraies politiques avec nos fournisseurs de partenariat dans la durée, pour sécuriser nos opérations dans la durée. Et on devrait avoir cette même logique. Mettre un terrain à disposition, parce que oui, il ne faut pas se mentir, une installation industrielle, ça occupe de l'espace. Et bien, il faut considérer le territoire sur lequel on s'implante dans une vraie relation partenariale, aussi stratégique qu'une des vrais contrats de fourniture d'équipement. Donc ça, c'est le premier point, ce sujet du business model, hein, même si j'aime beaucoup la notion d'évitement, il faut vraiment l'adresser frontalement parce que c'est un sujet majeur et il n'y a qu'avec finalement un développement très volontaire en termes d'investissement financier, mais une rentabilité à la clé, qu'on arrivera à remplir les objectifs quand même de décarbonation qu'on se fixe. Le deuxième point, et je pense c'est un point qu'on a abordé en début de table ronde, c'est la notion de partage de la connaissance, de circulation de la donnée. C'est quelque chose auquel on est extrêmement attaché au sein du groupe. On a monté un partenariat que je trouve intéressant avec des universités, avec des étudiants hein, qui sont des futurs environnementalistes. Et je vous donnerai une petite anecdote après sur leur parcours parce que ça m'a un peu choquée. Mais je reviens à mon sujet. Et en fait, quand on implante par exemple une ferme solaire à Marcoussis, là c'était le cas, j'y étais il y a quelques semaines avec eux, eh bien on leur donne carte blanche pour venir faire l'observation de l'état de la biodiversité sur nos sites. Donc ils viennent avec leurs équipements, leurs techniques, ce qu'ils ont appris en cours. Ils arrivent très tôt le matin parce que pour recenser le chant des oiseaux, c'est à l'aube. En milieu d'après-midi, la chaleur devient étouffante et c'est les libellules et les papillons qui arrivent. Ils font leur recensement et puis ensuite ils viennent nous restituer ce qu'ils ont vu, leur zone d'inquiétude, leur zone. Ils font ça sur plusieurs périodes de temps évidemment, hein, parce qu'une photographie n'a de sens dans ces sujets-là que quand elle se multiplie à des récurrences différentes. Et toutes ces informations, évidemment, elles sont rendues publiques. Et elles se rajoutent à tous les inventaires que nous faisons, qu'on met également sur des plateformes publiques, parce qu'on considère qu'il s'agit finalement de biens communs qu'il faut dispatcher un maximum. Et moi, je trouve ça formidable, parce qu'en fait, on voit bien qu'on est en train de tisser des relations partenariales d'une autre nature. Donc on a fait ça en France, dans un programme qui s'appelle Bioscope, et qu'on va généraliser dans d'autres géographies, notamment aux États-Unis et en Espagne. Et je pense que c'est très prometteur. Alors, petite anecdote sur ces
Quand je les ai rencontrés, je leur ai dit, mais alors après, à la fin de vos études, qu'est-ce que vous devenez? C'est quoi? Et moi, naïvement, je pensais qu'avec tout ce qu'on est en train de se dire tous là sur l'importance de ces sujets de biodiversité, ils avaient face à eux un boulevard en termes de marché de l'emploi. Eh bien pas du tout. Dans le meilleur des cas, certains finissent dans certains grands groupes qui ont des vrais programmes de biodiversité, donc nous on en accueille, mais c'est les plus chanceux. Certains vont être en bureau d'études et vont être très peu au contact de la nature et vont finir juste derrière leur PC, et les 3/4 finissent vendeurs chez Jardiland ou Gap Vert. Alors j'ai rien contre Jardiland ou Gap Vert, mais ça a été une vraie surprise. Parce que ça montre quoi? Ça montre, et je reviens au sujet du business model, qu'on n'est pas encore au bout. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'appropriation des métiers qui vont être les vecteurs de transformation de toute notre société sur ces sujets de nature, eh ben, il n'y a pas encore de marché de l'emploi assez structuré. Et ça a été pour moi une énorme surprise. Je ne m'y attendais pas. Je pense qu'on a une responsabilité aussi. On doit investir sur ces compétences, on doit embaucher massivement, et je pense les collectivités locales aussi. Et c'est aussi comme ça qu'on va arriver à créer des ponts entre des acteurs qui ont des cultures différentes. C'est aussi avec cette jeunesse qui est très douée, très compétente, et qui finalement reste un petit peu dans une phase d'étude qui ne trouve pas de débouché opérationnel. Or, la biodiversité, c'est avant tout un sujet opérationnel. C'est un sujet de terrain. Très bien, ça soulève évidemment le point des métiers, de la formation aussi dans ces enjeux-là. Alors il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez réagir, allez-y, Robin Chevalier. Je vais pas hésiter, je vais réagir sur plusieurs points. Donc, le premier sur le business model. Clairement, dans la séquence éviter, réduire, compenser, dans les mesures de réduction, on impacte le business model. On met en place des mesures, typiquement sur... Voilà, je suis bridé. Des mesures de bridage, mais peut-être on peut faire un peu plus d'innovation dans ce cadre-là, pas des mesures de bridage uniquement quand et également un certain nombre d'années. Voilà, il y a des passages d'engins et des moissons et que ça libère un grand nombre d'insectes qui peuvent être eux-mêmes les proies de chiroptères ou d'oiseaux, et pour éviter effectivement. Il y a vraiment un vecteur de collaboration important et on le prend en compte de plus en plus dans le modèle économique de nos projets. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin, oui, j'entends le sujet de la modulation, de la prise en compte dans le soutien en faveur de la biodiversité. Je tiens à signaler quand même qu'on le fait déjà, on contribue déjà fortement. L'éolien en mer contribue à un certain nombre de financements, d'organismes, de programmes de recherche, au-delà des impacts qui peuvent être sur la zone et qui sont l'objet de l'étude d'impact. Juste sur l'appel d'offres, le dernier appel d'offres éolien en mer en Normandie, c'est 75 millions d'euros qui sont comme ça dédiés. On commence les études environnementales. Et sur les ENR terrestres, il va y avoir un programme de financement, on va être obligé de mettre au pot pour la biodiversité, pour la restauration de l'écosystème. Et là, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir intervenir sur des échelles qui sont peut-être un peu plus larges que celles du projet, et c'est en dehors des impacts que peut avoir le projet. Donc clairement, ça aura un impact. Ça va se retrouver dans le prix de l'énergie, dans le prix du mégawattheure qui s'en tire. Donc ça, il faut le dire. C'est très bien. Il faut le dire. Parce que quand on va à la pompe, on ne prend pas en compte la biodiversité et les impacts qu'on peut avoir sur les sols et l'environnement d'une production, et qui est important. Sur les données, alors on accueille favorablement, très favorable, ENR terrestre et biodiversité. Ça va permettre clairement la mise en commun de données. Ça manquait, je crois que ça fait... il y avait un projet de 12 ans de mise en commun au sein du MNHN de récupération des données. Il a difficilement abouti. Donc il y a aussi une question de ressources qui doit être mise de la part de l'État pour le traitement de ces données, en associant évidemment la profession. En tout cas, on sera très favorable. Il y a l'observatoire de l'éolien en mer qui va permettre de récolter des données, de les mettre à disposition du public sur ce qui se passe en France, mais sur ce qui se passe aussi à l'étranger. Voilà, qu'on sorte un peu, qu'on
de les mettre en commun. Rien que sur le parc de Saint-Nazaire, mais il y aura un atelier cet après-midi qui reviendra, on a bagué plus de 4000 hommes et 6000 goélands. Donc ça va effectivement mettre beaucoup d'informations qui peuvent être traitées, qui donneront des informations sur l'impact que peuvent avoir le parc, mais également les autres activités humaines. Oui, parce que cet après-midi, il y aura toute une série d'exemples concrets pendant 2 heures qui vont montrer en fonction des types d'énergie aussi ce qui se met en place, et c'est bien d'illustrer aussi ce qui se fait. Tout à fait. Et surtout quand on est sur un bilan qui est positif, et là je prendrai l'exemple du solaire, où peut-être effectivement on manquait un peu de recul malgré les efforts et les démarches qui sont initiées depuis plusieurs années. Certains sont restés avec le logiciel d'il y a 20 ans, où on n'avait même pas encore l'étude d'impact, la participation du... Mais sur le solaire, il y a vraiment une possibilité d'avoir un bilan qui est positif par un aménagement qui est intelligent. Je prendrai l'exemple d'une centrale qu'on a mis en service l'année dernière, qui s'appelle Saint-Romain, paysager assez important, et des enjeux de biodiversité qui étaient relativement faibles au départ. On était sur un lancement. Des collectivités et des espaces naturels. Bilan positif. On a un problème d'antenne, je ne sais pas où il faut se situer. Vous devez lever un bras dans un sens, c'est plus compliqué. Allez-y. À biodiversité positive, donc je pense que ça, c'est des initiatives qu'il faut vraiment mettre en valeur, rappeler que les collectivités s'en inspirent avec les associations pour irriguer aussi certains porteurs de projets qui peut-être, oui, jusqu'à présent n'avaient pas cette vision et cette approche. Un dernier point, beaucoup de monde n'y a jamais... Et je réagirais sur un de vos propos tout à l'heure, sur le fait que sur effet que là c'est mieux, oui ça a l'air un peu mieux. Sur la planification, oui, d'une certaine manière, on s'installe là où on peut. Et donc il y a peut-être un enjeu aussi de priorisation des politiques publiques. Et aujourd'hui, quand on regarde les politiques de protection de la biodiversité, et quand on regarde les politiques de développement d'énergie renouvelable, elles passent au second rang face à des politiques, en particulier sur le paysage, sur l'environnement parfois immédiat. Et les gens oublient complètement que cet environnement immédiat change. On a des terrains qui sont brûlés, et la neige fond au soleil, il y a une érosion des littoraux, les gens ne le voient plus, alors qu'effectivement, oui, une éolienne, ça se voit, et ça fait prendre conscience de nos modes de vie. Alors je vois le temps qui file parce que c'est complexe, il y a beaucoup de sujets à aborder, on va dire en 1 heure, mais quand même Olivier Thibault, si vous voulez ajouter évidemment un complément, parler de l'observatoire, des labels, réagir, on va dire en 2 minutes, pour pouvoir vous passer aussi la parole si vous avez des questions à poser, c'est aussi tout l'enjeu. Allez-y. Alors je sais pas, il faut nous indiquer vers où il faut orienter l'antenne. Ah, il faut relever le micro, apparemment. Voilà. À côté Julio Iglesias dans votre histoire. Moi, je suis pas bon en karaoké, alors... On va essayer d'arriver au bout de la table ronde avant de changer les micros et d'espérer que ça fonctionne mieux. J'ai eu l'impression que ça marchait, oui. Sur les observatoires, d'abord, il y a, vous l'avez dit, un pour la mer, et il y en a un pour l'observatoire de l'éolien en mer, il y en a un pour l'observatoire des énergies renouvelables terrestres. Bon, ça peut pas être un peu la même chose, ça peut être la même chose. Moi, j'y crois beaucoup. Après, je constate qu'on court après la patrouille sur ce sujet-là. Et moi, mon sujet d'inquiétude aujourd'hui, c'est d'essayer d'avancer le plus vite possible pour mettre à disposition le maximum de données, parce que cet observatoire, il va permettre de mettre en avant ceux qui font des choses positives, il va permettre de mettre en évidence ceux qui ne font pas d'efforts. Donc là, on a des gens qui font des efforts autour de la table ronde. Moi, je suis évidemment ravi. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je trouve quand même dommage que ceux qui essayent de concilier deux politiques se retrouvent pénalisés par rapport à ceux qui n'en prennent qu'une seule en compte. Et l'observatoire, je pense qu'il y a une vertu très importante. Rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de faire cet observatoire. Ensuite,
je suis frappé, moi, en arrivant à l'Office français de la biodiversité, de voir à quel point nous n'avons collectivement pas été capables de prendre des infos de ceux qui en font depuis des années. Donc on a un peu parlé de benchmarking. Enfin, je veux dire, vous allez pas loin de nos frontières, vous allez aux Pays-Bas, il y a des éléments partout, des espaces de protection forts, beaucoup plus qu'en France. Ils sont capables de concilier les deux. Ils ont plein de données que nous n'avons pas réussi à partager encore comme il faut aujourd'hui. Il y a des outils d'aide à la décision. C'est des choses qu'il faut qu'on mette à disposition, il faut qu'on partage. Et je pense que ce partage, il sera vertueux pour tout le monde, et y compris pour l'avancement des projets. Parce que, et moi, une de mes craintes aujourd'hui, sur l'observatoire, par exemple, de l'éolien en mer, on lance tout un tas d'études. On a passé depuis l'année dernière un certain nombre d'appels. Il faut vraiment pas bouger. On a passé un certain nombre d'appels à manifestation d'intérêt, on a des études qui se lancent, des études, des recherches qui se lancent, dont je pense qu'on a besoin, mais qui vont produire leurs résultats dans 5 ans. Et le fait qu'on commence maintenant, alors qu'on a déjà arbitré l'ambition, va mettre en difficulté. Ils sont obligés, enfin je vois ce qu'on est en train de faire par exemple avec les différents parcs éoliens, on les met aujourd'hui, et l'État choisit des endroits dont on ne sait pas les impacts suffisamment aujourd'hui et qui risquent de mettre les entreprises un peu en difficulté à la fin, parce que quand on a avant la construction effective, mais après les procédures, et là ça va nous mettre. Donc, je pense qu'il faut fonctionner à différentes échelles de temps. Il faut faire ces études de recherche de fond pour le futur, parce que là on parle d'ici 2050, on peut perdre 5 ans d'ici 2050, mais il faut surtout aller chercher les informations là où elles sont, et notamment dans tous les pays d'Europe du Nord, qui sont plutôt en avance par rapport à nous sur la mise en place d'un certain nombre de parcs. Là je parle pour l'éolien, mais c'est pareil sur les autres énergies renouvelables, si on prend par exemple l'Allemagne. Donc cet observatoire, pour moi, il est vraiment important. Il ne répondra pas à tout et il faut vraiment faire ce benchmarking. Après, oui, moi je crois beaucoup aussi aux labels, et notamment aux labels qui vont certifier la qualité écologique des projets, parce que c'est un peu la preuve par l'exemple. Il faut être capable de reconnaître ceux qui arrivent à concilier ces différentes politiques publiques, ceux qui arrivent à les prendre en compte. Et moi je trouve que si on reconnaît, et si la société reconnaît collectivement l'intérêt de concilier ces politiques, je trouve qu'il est légitime éventuellement que le tarif de rachat soit un peu différent, qu'en tout cas on le valorise et qu'on l'intègre dans notre système, plutôt que de faire semblant de ne pas le regarder, et du coup de se bagarrer dans les tribunaux, au lieu de se bagarrer politiquement sur la façon dont on va prendre en compte ces différents. Et je pense que les labels peuvent être une réponse de différenciation de la qualité des projets et donc des entreprises qui sont derrière. Et après, je crois beaucoup, enfin, je veux dire, on est dans des moments d'évolution très rapide de nos différentes techniques. Et donc, aujourd'hui, on est capable de faire des choses qui sont plus du on-off, des outils d'aide à la décision, des outils de pilotage très fins, qui doivent permettre d'optimiser et dont les services de l'État n'ont pas toujours conscience. Et je pense que là, il y a une marge de progrès énorme où si on arrive à travailler tous ensemble, on arrivera à concilier beaucoup plus facilement ces politiques. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions à poser à nos intervenants? Vous passez un micro, j'espère permettre d'entendre votre voix. Voilà. Je ne vois pas de main levée. Ah si, voilà, ça y est, il faut toujours se lancer. Monsieur Laval. Merci beaucoup. Merci, je le fais en Julio Renza, c'est ça que vous disiez? Tiens, Roland Texera, H2R et Observe. Merci beaucoup pour ces interventions. C'est une question à M. Cazeneuve. On parle beaucoup de massification dans l'appel d'offres maintenant du offshore. Quelle est votre position là-dessus et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que maintenant on a un grand environnement sur lequel on doit travailler et qui demanderait plusieurs acteurs, comité national des pêches, comités régionaux des pêches, etc. Donc là, il y a vraiment un débat énorme à faire avec une multitude d'acteurs. Merci à vous. Vous avez une réponse sur cette massification? Non. Ah oui. Je suis désolé, j'ai l'impression d'y avoir un peu répondu, donc si je me répète, je ne sais pas si le micro marchait à ce moment-là tout à l'heure. Mais évidemment que je suis pour cette massification. Je pense que c'est extrêmement important qu'on soit
cohérent avec nos objectifs de décarbonation et de production d'électricité décarbonée via les renouvelables à horizon 2050. Et donc, moi, je suis parfaitement à l'aise avec le cap donné par le président, évidemment, le cap donné par le président de la République sur le sujet. Ça serait peut-être même pas suffisant hein, quand on regarde aujourd'hui. C'est mieux, je vais faire 2 micros. Et donc, avec un peu de chance, non, je disruptive, voilà, massification. Et donc, c'est la raison, ce que vous indiquez, c'est pour ça qu'on a aussi choisi d'intégrer cette planification dans les comités stratégiques de façade, parce que c'est déjà là où sont les acteurs. Et je pense que ça, c'est formidablement important. Je pense que il y a eu aussi beaucoup de fake news et de désinformation, et je suis tout à fait d'accord sur le côté, il faut maintenant aussi regarder ce qui s'est fait notamment au UK sur l'éolien offshore, parce qu'on a beaucoup de données sur la pêche. Alors, on parlait de la biodiversité, mais sur la ressource halieutique, il y a eu à un moment donné le sentiment légitime hein, pour les pêcheurs que les parcs éoliens offshore allaient, notamment parce qu'ils sont aujourd'hui en proximité des côtes, dans des zones halieutiques assez fortes et accessibles pour eux, et notamment les petits pêcheurs, que ça allait leur retirer de ressources. Pas tout à fait dans le sujet biodiversité, mais on est quand même sujet dans la population de poissons. Aujourd'hui, on voit bien qu'à la fois avec l'effet récif, qu'à la fois avec la capacité pour les pêcheurs d'aller à l'intérieur des parcs, l'impact sur la ressource halieutique, il est quasiment positif. Et je rendrai hommage à un second député, qui est Éric Botorel, qui vous dit qu'on n'a jamais trouvé autant de coquilles Saint-Jacques à Saint-Nazaire. Donc voilà, il y a aussi, je pense, là, de la donnée à avoir, au-delà du sujet purement biodive, impact sur le maintien de certaines espèces protégées, ne serait-ce que sur la ressource halieutique au sens large, et globalement l'impact de ces énergies renouvelables sur l'environnement et sur les autres activités économiques. Mais donc c'est pour ça, je pense que c'est fondamental de mettre tout le monde autour de la table dès le début. On n'aura pas toutes les données, c'est sûr, et je pense que ça nous permettra, en ayant fléché les zones, et encore une fois maintenant on parle d'appel d'offres qui vont être plutôt 2034-2035, d'avoir un travail après un peu plus approfondi sur le positionnement précis des marques. Alors, je ne veux pas trop me décaler, parce qu'en plus, on va prendre une pause obligatoire, parce qu'on va essayer de résoudre ce problème de micro. Donc, désolé, j'espère que vous avez pu suivre à peu près correctement. Mais un temps de conclusion pour chacun, on va dire en une minute, si vous avez quelque chose à ajouter. Je commence par vous, Lucas. Vous avez vu, le système des 2 micros, ça marche quand même pas mal, finalement. Mais on va voir ce que ça donne. Non, ça simplement sur le sujet de la pêche, rapproché du sujet des pesticides pour ce qui on est une prise en compte voilà, de ces grandes causes de l'érosion de la biodiversité, et que les ENR peuvent être aussi voilà, un moyen de transition pour ces activités. Alors, dans le cadre, effectivement, alors c'est pas Saint-Nazaire, c'est chez M. Botorel, mais c'est en Pays de Saint-Brieuc que je connais bien, c'est chez moi. Et effectivement, la ressource de Saint-Jacques n'a jamais aussi bien portée, et les techniques de pêche sont adaptées. Je ne suis pas d'accord avec mon plan, mais il faut le reconnaître. Et en revanche, voilà, sur le secteur agricole, on a bon espoir dans le développement de l'agrivoltaïsme, qui impliquera forcément des techniques agricoles différentes de ce qu'on peut trouver par ailleurs. Donc c'est un moyen aussi de participer à la transition des autres secteurs en faveur de la biodiversité. Julia Maris, avec le double jeu du micro, on va voir si ça fonctionne. Je vais essayer juste avec comme ça, ouais, ça marche, c'est efficace. L'occasion peut-être pour conclure, en rebondissant sur ce qui a été dit, sur le fait que je crois que c'est assez vrai qu'avec le développement des énergies renouvelables, on a quand même pu émerger des acteurs un peu sans se soucier de la prise en compte des différents facteurs qui sont complexes et qui souvent constituent des injonctions contradictoires.
et tout ce qui va permettre finalement d'objectiver par des données, par des faits, la pratique d'entreprises vertueuses, responsables, qui mettent des moyens financiers, des moyens humains et qui acceptent de consacrer du temps sur ces projets-là, en prenant ces sujets nature à bras-le-corps, va aller dans le bon sens. Nous, on a développé un label TED, sur notamment l'éolien, pour associer 3 dimensions. Mesurer l'impact sur le climat, mesurer l'impact sur la nature et mesurer l'impact sur le territoire. Et l'enjeu de l'acceptabilité sur un territoire, je crois qu'elle est aussi directement liée à la capacité à corréler factuellement les impacts positifs sur le climat et la nature. Tout est lié. Donc on l'a fait de manière volontaire avec un tiers de confiance, il faut un tiers externe, parce que si on s'auto-labellise tout seul, c'est un peu facile. Donc nous, on a monté ça avec le bureau Veritas, parce qu'on a éprouvé le besoin à un moment d'objectiver nos pratiques. Et aussi, potentiellement, d'être challengé sur le fait que sur certains sujets, on pouvait encore progresser. C'est vraiment un sujet sur lequel je pense qu'on continue à apprendre chaque jour. Et donc tout ce qui va permettre finalement d'accroître le niveau d'exigence pour mettre tous les acteurs économiques sur ce même niveau d'exigence sera le bienvenu, parce que je crois qu'il faut quand même récompenser, valoriser des initiatives qui ne sont jamais le chemin de la facilité, mais qui sont les seules qui permettent vraiment la durabilité. Vous pouvez continuer le passage d'oraler des 2 micros, Olivier Thibault. J'essaye moi aussi, et je bouge plus. Pour conclure, d'abord, moi je suis ravi des débats et de tout ce que j'ai entendu. Ça me donne envie de continuer à chercher à concilier ces deux politiques. Donc pour moi, c'était une vraie source de satisfaction. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est je suis absolument convaincu que le sujet des ENR, ça n'est pas un sujet national, c'est un sujet territorial. Et que si vraiment on veut développer ces ENR un peu partout dans nos territoires, il faut que le territoire s'y retrouve. Et donc, il faut accepter de faire des optimisations à plusieurs niveaux et pas uniquement à un niveau énergétique. Et dans les plusieurs niveaux, il y a aussi la biodiversité. Et à partir du moment où je pense qu'on acceptera de se dire qu'un projet d'énergie renouvelable en Aquitaine n'est pas le même que dans le nord de la France, qui n'est pas le même qu'à mer ou en terre, en mer ou à terre, on avancera beaucoup plus vite. Et donc, ce point pour moi est fondamental. Et si le territoire s'y retrouve, si la biodiversité locale s'y retrouve, si les acteurs locaux s'y retrouvent, et qu'on arrive à optimiser plusieurs politiques différentes en même temps, l'agrivoltaïsme, je trouve un très bon exemple. Mettre des panneaux photovoltaïques sur des terrains agricoles, c'est quand même gâcher le terrain agricole. Le mettre dans des territoires d'élevage où les bovins ont besoin d'ombre. Alors certes, on est obligé d'écarter un peu plus les panneaux, un peu plus haut, c'est un peu plus d'infrastructure. N'empêche qu'à la fin, on arrive à faire un truc intelligent et pour l'énergie et en maintenant d'élevage dans le territoire où, avec le changement climatique, on aura plus de mal à garder ces élevages. Et si on fait ça, c'est aussi bon pour la biodiversité parce que nous, on préfère avoir des prairies et des haies plutôt que de l'agriculture intensive partout. Et donc, c'est pas incompatible avec la souveraineté alimentaire. Donc, vraiment, optimiser à plusieurs niveaux, plusieurs politiques, je pense que c'est ça la vraie solution. Et pour y arriver, il faut qu'on se parle, chacun des acteurs, et en prenant ces problèmes dès le départ et pas à la fin. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut être optimiste si on a les moyens de conciliation de ces usages. Merci, David Marchal. Oui, alors juste pour reprendre également un tout petit peu de hauteur et revenir sur ce rapport de l'IPBES sur les causes de perte de la biodive, elles sont classées dans l'ordre. Donc d'abord, c'est le changement d'usage des sols, ensuite l'exploitation des organismes, donc la pêche, etc. Ensuite, le changement climatique, et enfin, les pollutions, dans cet ordre-là, d'impact décroissant sur la biodive et les espèces exotiques. On a beaucoup parlé du changement climatique en disant que finalement les ENR allaient agir positivement sur le troisième et donc que c'était utile globalement pour la biodive. Il en reste pas moins que le premier, c'est le changement d'usage des sols et que là les ENR peuvent avoir un impact négatif. Je voudrais juste, moi là-dessus, donner un chiffre qui nous vient de
de transition 2050, qui est l'exercice de prospective que l'ADEME a mené, dans lequel on a regardé l'impact des 4 scénarios de neutralité carbone sur l'artificialisation des sols. Dans ces 4 scénarios, il y a des niveaux très différents d'artificialisation des sols, mais la constante, c'est que l'énergie, dans l'artificialisation des sols additionnelle, ça représente moins de 10% globalement dans tous les scénarios. Le gros de l'artificialisation des sols additionnels, c'est la mobilité, c'est l'habitat. Et donc, je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas de sujet autour des énergies renouvelables, c'est pas ça que je veux dire. Mais néanmoins, voilà, il faut aussi avoir en tête que on n'est pas forcément la cause majeure de cet impact. Et voilà, ça rejoint cet enjeu donc de l'énergie, la biodiversité, même combat. Je pense que voilà, ces chiffres-là sont intéressants. Et hier encore, autour du débat sur la LPEC, on entendait certains se demander pourquoi les élus locaux, pourquoi les permis de construire sur les lotissements étaient octroyés beaucoup plus facilement que les permis de construire sur les ressources renouvelables. Alors que, voilà, on a des enjeux différents, mais sans doute aussi un intérêt local différent, des ressources financières différentes, etc. Voilà, c'était cette mise en recul que je voulais faire. Merci à vous. Monsieur le député, un dernier mot encore à ajouter. Il y a 3 micros, regarde. Sourire déjà qu'un colloque sur les énergies renouvelables, on a eu un micro intermittent, mais des solutions derrière pour retrouver une certaine forme de stabilité. Ça me fait très très plaisir. Dire aussi, je pense que c'est important, on a beaucoup parlé ELEC, on a un peu moins parlé des autres sujets ENR, et donc je reviens sur ce que disait Lucas Robin-Chevalier sur l'usage biomasse et sur l'agri. Il va y avoir aussi, il va se poser quand même le sujet de la mobilisation de la biomasse. Je sais qu'il y a Inji qui est là aussi, donc on discute pas mal sur les sujets, et ça a été au cœur du 4e GT que j'ai la chance de copiloter dans le cadre de la LPEC, sur l'usage du bois aussi, sur notre ressource forêt. Donc on va être confronté de plus en plus à ces enjeux. Moi je le vois au quotidien, je sors un tout petit peu aussi du champ de l'énergie. Le Lyon-Turin est un exemple de conflictualité entre climat et biodiversité à certains égards. Et donc je pense que ce combat-là, que cette opposition-là, on va nous la proposer et nous la vendre médiatiquement de plus en plus, politiquement de plus en plus, et qu'il faut absolument rationaliser le débat, se parler et faire en sorte de concilier ces 2 enjeux qui sont majeurs. Revenir en un mot sur quelques bouts de politique publique, j'ai pas fait la pub, et c'était pas mon rôle, mais sur le plan haie, aussi dire que l'État maintenant se mobilise fortement sur le sujet, et vous avez tout à fait raison d'en parler. Mais je veux dire aussi que l'État, avec notamment le plan haie, et on a vu à quel point les agriculteurs s'en sont saisis, on a un énorme enjeu de retrouver de la biodiversité dans nos champs à travers ça. Dire un mot aussi, et je viens de le perdre, mais c'est pas grave. Et donc, mais pardon, j'ai un piton de mémoire qui m'est arrivé. Mais dire que quand même, nous avons une loi de programmation énergie-climat qui arrive à l'automne. L'enjeu du mur énergétique qui est devant nous est absolument majeur. On va avoir besoin de développer massivement, et je dis bien massivement, les énergies renouvelables. Faisons en sorte de se donner tous les moyens de pouvoir le faire en ayant l'impact le plus réduit possible sur notre environnement et sur la biodiversité. Pour ça, on a besoin, comme le disait le directeur général, de se parler, de continuer à le prendre en compte dans tous les projets pour avancer. Et ce que je voulais dire, voilà, comme ça, je n'aurais pas donné l'impression que j'étais déjà perdu la mémoire. Bien évidemment, sur l'artificialisation des sols, de maintenir notre ambition sur le ZAN, qui, on le voit aujourd'hui, a pu être réaménagé, mais de ne pas perdre cette ambition du ZAN d'ici 2050, parce que c'est aussi un énorme enjeu sur la biodiversité. Donc voilà, merci beaucoup pour votre invitation. Vive les énergies renouvelables et vive le climat. Très bonne conclusion, merci. Alors c'est vrai que ça fait un sujet qui est très vaste. Vous avez bien fait d'aborder aussi le sujet de la biomasse. Enfin, vous l'avez entendu quand on pose ces enjeux en introduction, c'est pas évident en 1h15 de parler de tout ça. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Je pense que vous avez bien
synthétiser. On a vu que ce forum aussi va permettre d'ouvrir le dialogue et les discussions, et c'est tout l'enjeu. Donc merci beaucoup et merci.